Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule comics et aujourd'hui on va parler de The Nice House by the Sea. Le très attendu The Nice House by the Sea, très attendu pourquoi? Parce que en fait c'est la suite de The Nice House by the Lake, la grosse saga de James Tynion IV et de Alvaro Martinez Bueno. Grosse saga parce que en fait The Nice House by the Lake a été un énorme carton en librairie. J'ai lu que Urban annonçait 110 exemplaires vendus, 110 000 exemplaires vendus, pardon, 110, ouais, 110 ça aurait fait léger quand même. 110 000 exemplaires vendus. Alors j'ignore si c'est tout cumulé tome 1, tome 2, si c'est juste le tome 1, on n'en sait rien, mais déjà, rien que si on imagine une attrition du genre 70-40, c'est déjà énormissime. Donc ça a été un énorme succès en 2023, The Nice House by the Lake. Ça a rapporté des prix, notamment un fauve à Angoulême. Bon, si vous nous suivez, Doup et moi, dans nos recommandations et dans nos différents podcasts, ça fait plusieurs fois qu'on suggère notre avis sur The Nice House by the Lake. C'est un comics que je trouve intéressant, mais j'ai toujours été surpris de la réception de ce comics, dans le sens où j'avais pas été très enthousiaste à la lecture de The Nice House by the Lake. Je trouvais que autant graphiquement, ce que faisait Alvaro Martinez Bueno, ouais, je me trompe pas. Je trouvais ça graphiquement intéressant, c'était chouette. En plus, le format qu'avait choisi Urban était vraiment très très chouette, c'est un format franco-belge, c'est-à-dire beaucoup plus grand que le format comics habituel. Autant je trouvais l'intrigue un peu pétée, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que The Nice House by the Lake, on jette des idées et puis on résout rien, quoi. Enfin, en tout cas, la résolution n'était pas suffisamment satisfaisante à mes yeux pour que je m'enflamme. Pourtant, je trouvais que le démarrage était intéressant. The Nice House by the Sea, c'est donc la suite. Alors, comme le met Urban, c'est le cycle 2. On pourrait presque là dire que c'est une saison 2, quoi, de The Nice House by the Lake. Alors, n'envisagez pas de commencer par The Nice House by the Sea. C'est vraiment la suite de The Nice House by the Lake. Vraiment, hein. C'est-à-dire que on va retrouver certains personnages, on retrouve la même mécanique, on retrouve le même principe, mais vous ne pouvez pas commencer par ce tome 1. D'ailleurs, même Urban a eu la bonne idée au niveau du dos de l'album de faire un album qui va s'insérer dans votre bibliothèque de manière très uniforme avec les deux premiers tomes. Et d'ailleurs, il est même numéroté 3 en haut du dos. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir lu les deux premiers, donc The Nice House by the Lake. Alors, très rapidement, The Nice House by the Lake, ça racontait quoi? Ça racontait l'histoire de plusieurs personnes qui étaient invitées par un certain Walter à venir passer un week-end dans une très belle résidence en bord de lac. Et progressivement, enfin très vite même, on apprenait enfin les invités, qui se connaissaient tous plus ou moins, c'était d'anciennes connaissances, ils se sont connus à la fac, au lycée, certains ne s'étaient pas forcément revus, mais ils ont tous comme point commun d'avoir pour ami donc le fameux Walter, ou du moins d'avoir eu pour ami le fameux Walter, même s'ils ne l'ont pas vu depuis forcément très très longtemps. Et quand ils arrivent dans cette résidence, ils sont très heureux parce que c'est une très belle maison, l'endroit est magnifique, mais ils déchantent très vite puisque on va découvrir rapidement que c'est la fin du monde, c'est-à-dire que le reste de l'humanité a été décimé. Ils sont les 10 derniers représentants de l'espèce humaine dans l'univers, que Walter en fait est un extraterrestre qui les a pris en fait en affection et qu'il a décidé, malgré les consignes de ses congénères, de sélectionner les meilleurs spécimens de l'humanité. Lui, il a décidé de sauver ces 10-là parce qu'il les apprécie, qu'il s'est lié d'affection pour eux et il avait envie de leur offrir, entre guillemets, comme cadeau, le fait de pouvoir vivre éternellement dans cette maison, au bord de ce lac. Donc ça, c'était le principe de départ. Donc évidemment, passé le choc, les habitants, enfin les résidents, ces 10 résidents commencent un petit peu à explorer cette maison. Ils découvrent très rapidement deux choses. D'abord, qu'ils peuvent commander
des objets et on leur livre le lendemain sur le seuil de la porte. Et donc, ils peuvent commander ce qu'ils veulent, ils les recevront. Que dans la maison, il y a une cache d'armes. Et surtout, très important, qu'ils ont beau se blesser, en fait, ils ne peuvent pas mourir. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'égorger, en fait, la plaie se referme immédiatement et ils ne meurent pas. Voilà un petit peu le concept de The Nice House by the Lake. Alors, c'était en fait un prétexte à explorer en fait les sentiments de chaque personnage, les relations aussi qu'il y a entre les personnages et les relations que chaque personnage a avec ce fameux Walter. Et l'histoire se terminait, attention spoiler si vous n'avez jamais lu The Nice House by the Lake, pour rappel, l'histoire se terminait en fait par un vote des résidents pour supprimer Walter, puisque les résidents avaient découvert que l'on pouvait régler les paramètres de l'espace dans lequel ils étaient retenus, de cette prison, plus précisément de cet hexagone. Ils pouvaient régler les paramètres, donc décider par exemple d'être à nouveau mortel, décider que un tel ou un tel pouvait être mortel, ils pouvaient décider de la météo, enfin ils pouvaient décider d'être livrés, de recevoir les objets qu'ils avaient demandé ou pas. Bref, et donc ils décident de régler ce paramètre sur la mortalité de Walter et ils décident de le tuer. Et donc, Walter les avait prévenus que probablement pendant plusieurs centaines d'années, ses congénères ne se rendront pas compte de la supercherie, mais qu'un jour ou l'autre, ses congénères extraterrestres se rendront compte que quelque chose ne s'est pas bien passé dans cet hexagone, puisque cette prison a une forme d'hexagone, et que ils finiront bien par se faire choper par ses congénères. C'était la fin de The Nice House by the Lake, et arrive donc cette suite, The Nice House by the Sea. Donc vous aurez remarqué qu'on n'est plus by the lake, mais by the sea. Alors ça démarre comment, The Nice House by the Sea? Ça démarre exactement de la même manière, c'est-à-dire que nouveau lieu, nouveaux invités, rebelote, une dizaine d'invités, invités cette fois-ci par une certaine Max. Sauf que là, Max a abordé les choses de manière très claire. Elle a prévenu ses invités, les résidents, de la situation, c'est-à-dire qu'ils étaient les meilleurs spécimens qu'elle a pu sélectionner, qu'ils vont vivre une éternité dans cette maison en bord de mer, qu'ils sont coincés dans cet espace, qu'ils sont les meilleurs, je l'ai peut-être déjà dit, mais qui sont réellement les meilleurs spécimens de l'humanité. Et elle leur offre même on va dire des libertés un peu plus importantes que les résidents de Walter, puisque il y a un personnage qui peut carrément modeler les corps, c'est-à-dire qu'il peut décider, il peut programmer l'apparence physique des différents résidents. Donc par exemple, vous avez un personnage, une femme qui a presque la soixantaine, qui retrouve un corps de jeune fille de la vingtaine d'années. Donc on est dans un contexte un petit peu particulier. Alors autant les personnages de The Nice House by the Lake étaient on va dire des gens comme vous et moi, autant là on a affaire un peu quand même à la crème de la crème, quoi. C'est des diplômés, ils ont des diplômes, des prix, enfin c'est évidemment pas tout à fait la même ambiance. Ils sont pas forcément plus sympathiques que les résidents de la première saison. Et le premier épisode se termine comment? Le premier épisode se termine par ce cliffhanger absolu où en fait un personnage de la maison au bord de la mer voit apparaître 3 personnages de The Nice House by the Lake qui surgissent. Et surprise, ils ont l'air de tous se connaître, tous les 4, ils ont l'air de se connaître. Voilà, j'en dirai pas plus sur The Nice House by the Sea. Je vous ai juste expliqué comment se terminait le premier épisode. Il y en a 6 de mémoire à l'intérieur. C'est de loin la plus petite des surprises qui vous attend dans The Nice House by the Sea. Si vous avez aimé The Nice House by the Lake, si vous avez adoré The Nice House by the Lake, il y a de fortes chances que vous appréciez énormément ce nouveau tome. Pourquoi? Parce qu'on retrouve exactement la même mécanique. Vous savez, ce côté, la première page nous montre un personnage dans une situation un peu bizarre. Enfin, on comprend pas trop bien forcément à quel moment ça se passe. Et ce personnage parle directement au lecteur. Puis ensuite, il évoque en 2 pages un souvenir avec Max ou avec d'autres personnages. Ensuite, il y a on va dire
une espèce de fac-similé. Alors ça peut être une discussion sur un SMS, un mail, ça peut être une carte, un plan, une liste de courses, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, on a une double page avec le titre de la série. Je vous décris vraiment le truc parce que, enfin, si vous avez lu The Nice House by the Lake, vous aurez remarqué qu'il y a une mécanique récurrente d'épisode en épisode. Et là, évidemment, James Tynion 4 reprend exactement ça. Donc si vous avez aimé ce côté répétitif et très mécanique des épisodes, ça va vous plaire. Si vous avez aimé tous les twists qu'il y avait dans The Nice House by the Lake, vous allez les retrouver ici aussi. Si vous avez aimé les dessins de Alvaro Martinez Bueno, vous les retrouvez ici. La série ne perd pas, en fait, on va dire, en qualité. Par contre, moi qui n'ai pas forcément beaucoup apprécié The Nice House by the Lake, c'est pas non plus l'album qui me réconcilie avec cette série. Je m'explique. Je trouvais que dans The Nice House by the Lake, il y avait un gros problème qui était que il y a beaucoup de personnages et surtout, il y a beaucoup de personnages sans qu'ils soient réellement caractérisés rapidement. Ce qui fait que au bout de 2 tours, j'avais toujours pas réussi à retenir les noms et à qui était qui, quoi. Donc j'étais souvent obligé d'aller regarder au début de l'album pour voir, ah bah oui, tiens, lui, c'était le journaliste, tiens, lui, c'était le créateur, etc., etc. Bon, alors là, vous imaginez bien, à travers le résumé que je vous ai fait du début, qu'on rajoute des personnages. Donc, comme James Tynion 4 ne règle pas son problème de caractérisation des personnages, donc en plus d'avoir des personnages qui étaient là dans la première saison, dont certains réapparaissent, comme je vous l'ai dit, on a de nouveaux personnages qui surgissent. Et autant vous dire que certains, pour le coup, sont à peine esquissés, quoi. C'est-à-dire que c'est assez dramatique. Alors, autant il y a un personnage qui va avoir un rôle très important, autant certains, parmi la dizaine de nouveaux, bah, en fait, ils n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne servent à rien, quoi, pour l'instant, sur les 6 premiers épisodes. Alors, je ne dis pas qu'ils ne serviront à rien dans cette série. Il reste encore 6 autres épisodes, je crois. Mais là, pour le coup, là, il y a certains personnages qui sont juste, mais vraiment mentionnés, et après, on les oublie, quoi. Donc, c'est un peu, je trouve, un peu facile d'avoir lancé tous ces persos, d'avoir lancé toutes ces idées, et de ne pas les utiliser, ou de ne pas chercher à les utiliser mieux que ça. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il ne fait pas le coup de redémarrer totalement à zéro. C'est-à-dire que il y a vraiment une interaction avec The Nice House by the Lake, et ça, c'est plutôt bien vu, et ça m'intéresse pas mal. Ça m'intéresse pas mal dans le sens où s'il va vers ce à quoi je pense, ça pourra devenir intéressant peut-être dans 1 ou 2 albums, mais là, en attendant, j'ai toujours l'impression d'être dans un prologue, quoi. Donc, c'est long pour un prologue. Donc, voilà. Et puis, ça parle beaucoup, quoi. C'est-à-dire que, et quelque part, les relations qu'ont pu avoir les personnages avant, ou la manière dont ils ont rencontré Walter ou Max, bah, ça me passionne pas, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté 4e dimension, le côté Lost du truc. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des liens avec Lost qui s'accentue encore un petit peu plus. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis en train de regarder Lost. J'avais pas regardé Lost, comment dire, il y a une vingtaine d'années quand c'était sorti, et là je suis en train de me les faire. Et je trouve que The Nice House by the Lake entretient des liens avec Lost qui sont assez importants, notamment dans cette manière de lancer des mystères, de ne pas forcément les résoudre tout de suite, de les résoudre par la suite, d'attendre, de prendre son temps, de scruter des personnages face notamment à leur destin, face à leur conscience. Là-dedans, on retrouve ça. Et puis, le côté clan qui s'affronte, on le retrouve aussi là dans The Nice House by the Lake et aussi dans The Nice House by the Sea. Voilà, donc pas encore totalement convaincu par la qualité de cette série, mais par contre, prometteur, on va dire. Voilà, en tout cas, j'en suis sorti content parce que je craignais vraiment qu'il ne fasse le coup de recommencer à zéro avec d'autres personnages, et puis point barre. Mais non, non, non. Il y a une vraie plus-value à avoir lu les 2 premiers tomes. Sauf que tout ça avance très lentement, à mon goût, c'est un peu dommage. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sans trop en déflorer, hein, parce que si après on va dans une analyse un petit peu plus profonde, on est obligé de parler de ce qui s'y passe. Oui, j'ai oublié de le dire, cet album est un peu plus gore aussi que les 2 précédents. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont nettement très sanglants.
et ce qui n'était pas le cas dans The Nice House by the Lake. Donc c'est pas mal. Alors j'ai dit aussi qu'il lance des mystères, il les résout pas. En tout cas, c'est qu'il ne résout pas rapidement. Vous aurez, vous voyez par exemple, je prends un exemple dans les deux tomes de The Nice House by the Lake, on nous parlait de congénères de Walter. Bon bah là, il règle le problème, c'est-à-dire qu'on voit un personnage comme Max qui apparaît. Mais c'est dommage, par exemple. Donc, ça permet de vraiment de développer cette idée qu'il y a d'autres personnages comme Walter, d'autres, on va dire, chefs d'orchestre, enfin comme Walter, et qu'il y a donc d'autres lieux que la maison au bord du lac. Hein, donc il y a un autre hexagone supplémentaire. Ça laisse supposer qu'il peut même y en avoir encore d'autres à côté. Donc là, on est peut-être parti sur une série qui peut durer 20 ans. Mais la manière dont Max est amené, il y a des moments, je me suis dit, mais alors comment ça se fait que dans le tome 1, Walter n'a jamais évoqué l'existence de ce personnage? Donc voilà, je dis pas que ça rentre en contradiction. L'idée est poussée, mais bah, c'est con que ça n'ait pas été amené avant, quoi, parce que ça aurait peut-être pu changer certaines choses dans le premier, dans les deux premiers tomes. En tout cas, je serai là pour le tome 2 parce que je trouve que ce tome 1 m'a en partie réconcilié avec la série. C'est vrai que c'est dommage qu'il faille se taper 2 tomes avant d'arriver à ce troisième tome qui relève le niveau. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Nice House by the Sea. Si je pouvais aussi dire autre chose, c'est l'augmentation de prix. De quoi je parle quand je parle d'augmentation de prix? Bah, c'est que quand on commence à regarder un petit peu le coût des albums, je m'étais fait la réflexion, le tome 1 faisait 184 pages, coûtait 18 euros. Le tome 2 faisait 192 pages, coûtait 21 euros. Et là, celui-ci fait 200 pages et 25 euros. Donc on est passé d'un tome 1 à 18 à un tome 3 à 25 euros. Ça fait quand même une sacrée augmentation. Alors je sais bien que les temps sont pas forcément faciles pour les éditeurs. Je sais, pour avoir écouté les podcasts auxquels François Hercouet, le directeur éditorial d'Urban, a accepté de participer, où il explique que même certains tomes, comment dire, ils sont même vendus à des prix qui sont très très juste pour faire de la marge ou pour gagner de l'argent, et qu'ils pourraient être en fait légitimement vendus plus cher qu'ils ne sont. Mais là, mine de rien, en 2 ans, passer de 18 à 25 sur on va dire quand même des volumes qui sont assez équivalents, hein, 184 pages et 200 pages, il y a quand même pas une marge énormissime, hein, c'est juste 16 pages. Alors c'est peut-être le fait de rajouter un cahier de 16 pages qui fait que ça augmente le prix. Après, bah oui, mais en même temps, à la fin de l'album, j'aurais tendance à dire, vous avez des pages de croquis, d'esquisses. Était-il absolument nécessaire? Bon, à voir. Mais c'est vrai que là, l'augmentation, elle est quand même assez saisissante. Ça n'enlève rien aux qualités de cet album, mais je tenais quand même à le faire remarquer parce que je me suis fait cette réflexion. 18 euros, 25 euros en 2 ans. Enfin, waouh. Bon, après, ça reste quand même un très très bel objet. C'est très bien édité. C'est un beau livre quand même. Hein. Enfin, on va pas déconner. On est sur un format qui est très agréable et puis qui rend vraiment justice à Alvaro Martinez Bueno, qui crée un bel écrin en tout cas pour son travail. Et du coup, l'album est agréable à manipuler et c'est vrai que les dessins prennent une ampleur un peu plus importante que si ça avait été publié sur un format comics standard. Donc là, ça se justifie totalement. Voilà donc, allez, j'en ai rajouté une petite couche. Voilà donc ce que je pouvais dire sur The Nice House by the Sea, le troisième tome de la saga The Nice House by, qui s'améliore avec le temps et qui se bonifie avec le temps. Et donc c'est une très bonne chose et je suis ravi et je serai, comme je le disais, présent pour le tome 4 ou le deuxième tome de ce cycle 2. À plus, ciao ciao, bye bye.